Bonsoir, merci d'être venu à cette première des conférences H-Layer. Nous en aurons d'autres. Celle-ci est dédiée à la containerisation. Alors, ce n'est pas moi qui vais faire les présentations, vous avez des experts pour ça. Je vais vous présenter rapidement le sujet, les sujets que nous allons voir. Vous avez Ayman qui va intervenir sur un panorama global des outils de containerisation. Ayman est le fondateur d'Eralabs.io, et Eralabs est une société de conseil et de coaching en technologie cloud native. Et il fait et propose des formations et des newsletters sur le sujet. Ensuite, on va parler avec David Alexandre et puis Ted du time to market et des contraintes du time to market vis-à-vis du DevOps. Enfin, vous aurez Sylvain qui est le fondateur de Syscale. David Alexandre est lui le directeur technique de Syscale. Et Sylvain, le fondateur, nous parlera de Kubernetes. De Kubernetes. Entre chacune des interventions, vous aurez des sessions de questions-réponses. Et enfin, pour vous tenir jusqu'au bout, nous vous proposons une petite surprise autour d'un atelier que nous verrons ensemble. Je fais un tout petit peu de teasing par rapport à ça. Deux mots pour vous parler de Syscale. Syscale développe N6A. N6A est une plateforme d'intermédiation et a pour ambition d'être la troisième génération des plateformes d'intermédiation. C'est-à-dire que sur la base de ces technologies que vous voyez et qu'on va vous présenter, on va proposer aux développeurs et aux entreprises tout un tas de nouveaux services, de services innovants qui ne sont aujourd'hui évidemment pas disponibles. Donc voilà, je vais laisser la parole aux experts. Ayman, je te propose de prendre le micro. Alors ce soir, on va parler des containers, on va parler de Docker, on va parler de comment utiliser les containers en développement, en CI/CD, mais on va aussi voir comment les utiliser en production avec de l'orchestration. Mais avant de passer à tout ça, je vous propose de voir une vue globale sur l'écosystème des containers, et sur l'évolution historique des containers. On va voir aussi comment on peut créer notre propre container, même sans passer par Docker en fait. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Ayman, je suis fondateur d'Eralabs, et en fait Eralabs c'est une société de conseil, on fait aussi du coaching autour du DevOps, des formations en ligne. Il y a aussi une partie communautaire, il y a 5000 membres dans Eralabs parce que on gère des newsletters, des communautés, et tout tourne autour du DevOps et des nouvelles technologies. Parmi les communautés, il y a DevOps Links par exemple. Et parmi les formations en ligne, il y a Painless Docker, qui est une formation sur Docker. Il y a quelques jours avant de venir ici, j'étais en train d'écouter un podcast et il y avait l'un des invités à prononcer le terme Docker Fanboys. Et en fait, fanboy, je pense que ça s'applique plutôt à Justin Bieber parce que c'est facile de suivre les news people. Par contre, pour un écosystème tellement compliqué comme Docker, je pense que fanboy, ça ne s'applique pas. Il faut vraiment être focus et concentré et suivre chaque jour des problèmes techniques. Il faut être sur le Git pour suivre comment ça évolue. L'écosystème de Docker, ça me rappelle un peu aussi l'écosystème du JavaScript. Le soir, lorsque tu rentres chez toi, tu dors, le lendemain, il y a déjà 3 nouveaux frameworks, 5 bugs sur le framework que tu utilises et ton code est déjà en legacy. Donc Docker, en fait, c'est un peu comme ça, l'écosystème des containers et de l'orchestration, ça évolue rapidement. Et le but, c'est de simplifier un peu et de voir comment ça a évolué. Alors, les containers comme technologie, c'est pas récent parce que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on utilisait des containers dans la production, en développement. Et on va voir ensemble c'est quoi ces containers et comment ça a évolué. Alors ici, c'est une liste des containers les plus connus et c'est une liste ordonnée par ordre chronologique. Alors, l'une des premières technos, c'est le shroud-jail. Alors, le shroud-jail, c'est un mécanisme qui permet d'isoler un process et ses enfants, mais ce n'était pas destiné pour la sécurité, en fait. Il a été créé en 1979. Après, il y a les développeurs de FreeBSD. Ils ont créé la même implémentation, ou bien ils ont implémenté le shroud-jail, mais sur FreeBSD avec une manière plus sécurisée.
Ensuite, il y avait des solutions de virtualisation qui se basent plutôt sur la containerisation, comme Linux vServer. Alors, Linux vServer, le nom commercial de cette techno, c'est le VPS. Avant, on travaillait beaucoup avec les VPS. Maintenant, il n'y a personne qui les utilise. Tout le monde migre vers le cloud. Mais c'est une technologie qui permet de créer plusieurs distributions Linux qui va tourner sur une seule distribution. Oracle a ensuite développé sa propre technologie qui est similaire à Linux vServer, mais qui est plus adaptée pour des processeurs x86 et des processeurs Spark. Par la suite, il y avait OpenVZ, c'est un système de containerisation système, c'est pas un conteneur applicatif, qui est très connu. Il permet de tourner directement sur du bare metal, plusieurs distributions Linux, et en fait, il a été aussi utilisé jusqu'à maintenant par les hébergeurs web pour créer ou bien isoler des VPS. Google après a développé cgroups. Alors cgroups, c'est un mécanisme qui existe maintenant nativement dans le kernel Linux et qui permet d'isoler en fait un groupe d'applications ou bien des process dans un environnement. Et Docker s'est basé par la suite sur cette technologie. Alexis s'est basé sur ces groupes par la suite pour créer sa propre technologie de containerisation. Et du coup, elle n'a plus besoin de faire un patch au kernel parce que le cgroups, du coup, il est nativement inclus dans le kernel. Docker s'est basé aussi sur Alexis. Alors, elle s'est basée sur ces groupes, mais sur cette techno aussi. Après, avec Google, puisqu'elle a développé ces groupes, maintenant, elle a voulu créer un système plus adaptés pour tourner des applications en développement ou en production. Alors, Google a développé Let Me Contain That For You. C'est un système qui permet d'isoler des applications et des process. Et Google, en fait, c'est un leader dans la containerisation. Pourquoi? Parce qu'il fait ça depuis 15 ans, peut-être un peu plus. Et selon les statistiques, il y a 2 milliards de containers qui tournent chaque semaine sur l'infrastructure de Google. Alors maintenant, si je suis sur Google Slide, par exemple, c'est un service Google. Sur l'infrastructure de Google, il y a un container qui tourne pour moi et lorsque je me déconnecte, le container, puisque c'est un stateless qui n'a pas d'état, il va disparaître. Et puis il y avait Docker, on va parler de Docker en détail après, mais c'est le plus populaire parce qu'il est le plus développeur friendly. Il a ajouté des couches qui permettent aux développeurs de le manipuler plus facilement, quoi. Juste après Docker, il y avait un container qui s'appelle Rocket, ça s'écrit RKT, et ça a été développé par CoreOS. Alors CoreOS a été racheté par la suite par Red Hat, mais Rocket, pour faire la concurrence à Docker, il s'est concentré sur deux choses. La première chose, c'est les standards, c'est-à-dire la standardisation, et la deuxième chose, c'est la sécurité. Alors que Docker, au début, il n'était pas vraiment très sécurisé. Maintenant, ils ont travaillé beaucoup plus sur la partie sécurité, mais Rocket, du coup, c'était sécurisé par défaut. Alors, on a vu que depuis les années 1980 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2013, jusqu'à aujourd'hui, les containers, ils n'ont pas cessé d'évoluer. Et peut-être la manière la plus simple de définir un container, je ne sais pas, mais peut-être la majorité de vous connaissent ce schéma, parce que dès qu'on commence à apprendre Docker, on trouve toujours ce schéma. Mais c'est vrai que pour simplifier, en fait, on définit Docker en le comparant à une machine virtuelle, parce qu'on sait comment une machine virtuelle fonctionne, c'est grâce à l'hyperviseur. Alors la différence, c'est qu'il n'y a pas d'hyperviseur et que Docker, il a accès directement au kernel. Il n'y a pas de virtualisation physique. Docker, il accède directement à des mécanismes qui permettent d'isoler virtuellement des espaces ou des namespaces avec des limites mémoire, CPU, etc. On va voir ça en détail tout à l'heure. Alors Docker se positionne entre l'infrastructure et toute la couche applicative. Et il est composé d'un runtime, un orchestrateur, l'API ou bien l'interface, tout ce qui est CLI, API, etc. Et une couche commerciale que Docker Inc. propose pour gérer les services plus facilement. Il y a aussi des outils qui ont été développés par Docker. Alors le Docker Engine, ça fait partie de Docker. Le Docker Compose, c'est un mini orchestrateur qui est plutôt utilisé dans le développement et qui permet de faciliter en fait la création, par exemple, d'une application qui nécessite plusieurs containers à la fois. Par exemple, si je prends l'exemple le plus simple, c'est WordPress. Alors WordPress, il a besoin d'une base MySQL, par exemple, d'un serveur applicatif PHP ou PHP FPM, et d'un serveur web Apache ou Nginx.
Du coup, avec Docker Compose, on peut créer ces 3 containers et on peut avoir un réseau communiquant entre ces 3 applications. Et juste avec un fichier de spécification YAML et avec une seule commande Docker Compose app, on peut avoir cette stack qui tourne sur la machine du développeur. Docker Machine, c'est un autre outil qui a été développé par Docker Inc. et il permet de créer des machines virtuelles, que ce soit en local ou bien sur des infrastructures cloud. Et la spécificité de ces machines, c'est qu'elles sont provisionnées nativement par Docker et Docker Swarm, l'orchestration. On va voir aussi comment Docker a évolué depuis 2013. Alors, comme je vous ai dit, il se basait au début sur Alexis, mais à partir de la version 0.9 en 2014, Docker a passé à libcontainer qui a remplacé Alexis. Alors Alexis, c'est un projet sponsorisé par Canonical. Et pour l'anecdote, en fait, Canonical a sponsorisé plusieurs projets et a créé plusieurs projets dans tout ce qui est DevOps, mais il n'y a aucun projet qui a marché. Il n'y a que Ubuntu apparemment qui marche pour eux. Donc en 2014, il y avait libcontainer. Et libcontainer, c'est l'interface qui permet à Docker d'accéder à ce qu'on appelle Linux Facilities. Alors c'est quoi les Linux Facilities? C'est l'ensemble des mécanismes, comme ces groups, namespaces, capabilities, netlink par exemple, qui permettent deux choses, sécuriser et isoler. Sécuriser, c'est aussi sécuriser dans un namespace bien déterminé et dans une limite mémoire, une limite CPU, une limite IO, disque, etc. Ici, on peut voir que libcontainer, qui appartient maintenant à Docker, après il va être sorti ici, pour le moment il appartient à Docker, qui permet d'accéder à tout ça. Alors Alexis, c'est ici. Avant, la connexion, ça passait par là, par Alexis. Maintenant, on va essayer de créer un container. Alors là, je suis sur ma console, j'ai fait des screenshots. On va essayer de créer un container vraiment très basique pour comprendre comment ça marche, juste avec les Linux Facilities. Parce que finalement, c'est le kernel qui nous permet d'exécuter et de faire des runs de containers. Et Docker, c'est la couche la plus haute qui va servir à faire à manager, par exemple, les containers, à créer des volumes, etc. C'est vraiment la partie la plus haute de toute la stack. Ici, je commence par taper une commande qui s'appelle unshare. Alors, je donne ces paramètres-là et je vais finir par la commande bash, c'est-à-dire que je vais créer un namespace ici. Et comme commande pour entrer dans ce namespace, je vais exécuter le bash. Et lorsque je tape entrée, je me trouve dans ce namespace-là. Alors, vous voyez ici, je suis sur mon laptop. Et normalement, lorsque je tape PS pour afficher la liste des process, normalement, je devrais voir peut-être, je sais pas, une vingtaine ou même plus de process. Rien que Chrome, il a 50 process, 50 threads déjà. Mais ici, il n'y a que 2 process. Donc, en fait, je suis vraiment dans un monde isolé. Dans mon laptop, c'est un monde silencieux, il n'y a que 2 process. Il y a le bash, celui-là, et il y a le PS que je viens de taper là-bas. Après, avec la commande cgcreate qui permet de créer un C-group, je vais affecter un groupe à mon utilisateur et je vais créer le groupe par rapport à la mémoire comme au CPU. Alors ce groupe, il va permettre de limiter l'utilisation de mes ressources physiques. Alors lorsque je tape cette commande et après je vais à ce chemin-là et je tape ls, je peux voir des fichiers texte. Ces fichiers texte, ils sont c'est des fichiers de configuration, c'est pour gérer, par exemple, des configurations par rapport à la limite mémoire et CPU. Ici, je pourrais ajouter, par exemple, la partie IO, la partie disque, la partie networking. Et en fait, grâce à ces fichiers, je peux, comme vous pouvez voir ici, je peux affecter que 3 mégas de maximum d'utilisation de mémoire à mon namespace. Après, j'active le cgroup avec la commande cgexec. Alors ici, pour vérifier, j'ai lancé un test de stress sur le namespace qui a été limité en utilisation de ressources. Et cette commande, elle va faire un test de stress sur la mémoire. Et en fait, je peux voir ici qu'il y a un worker36 get signal nice, c'est-à-dire il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé sa limite. Alors Linux l'a directement tué, il est un peu violent. Mais ça prouve que mon cgroup et mon namespace fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce que si je tape la même commande sur ma machine, bah, du coup, j'ai le successful run completed in 10 seconds. Donc, j'ai pas de process qui a fait un exit ou qui a failé.
Alors en 2015, il y avait Rancy qui a été introduit dans Docker et il permet en fait de travailler avec libcontainer pour manipuler en fait les containers et pour faire aussi l'abstraction de la communication entre Docker et le runtime. C'est-à-dire que dans le futur, par exemple, juste avec Rancy, qui est un standard qui a été écrit et standardisé par le Open Container Foundation, je peux créer mon propre container et je peux éliminer Docker et créer une autre API au-dessus. Maintenant, on va voir comment on peut créer un container juste avec Rancy, un container beaucoup plus évolué peut-être que le premier. Là, je suis sur Ubuntu, du coup, je tape apt install, j'installe Rancy. Après, je vais créer deux dossiers, un dossier qui s'appelle mycontainer et un dossier qui s'appelle rootfs. Après, avec Docker, je vais juste télécharger une image du Docker Hub, et cette image, c'est BuzzyBox. BuzzyBox, c'est une distribution Linux minimaliste qui sert à faire tourner des systèmes sur des containers, généralement. Ici, je vais exporter l'image dans ce dossier-là. Je vais la décompresser, et du coup, l'image, c'est-à-dire les fichiers de mon système d'exploitation BuzzyBox, il va être dans rootfs. Après, je tape Rancy-spec, c'est pour créer un fichier de spécification que vous pouvez voir en bas. C'est un fichier qui s'appelle config.json. C'est un fichier à l'intérieur duquel on peut voir des configurations. On va voir tout à l'heure comment on peut manipuler les configurations de notre container. Mais je reviens à la commande qui est au milieu. Lorsque je tape Rancy-run et je lui donne l'identifiant qui est le nom unique de mon container, je peux aller à l'intérieur de mon container. Je peux voir avec PS, je peux voir qu'il y a un shell et le PS. Donc ici, en fait, ici, c'est le fichier original de config.json. Ici, c'est le fichier que j'ai modifié. Ce que j'ai modifié ici, c'est terminal. Je l'ai modifié par false parce que je veux pas rentrer dans le terminal, je veux pas exécuter le TTY sur ma console. Et ce que j'ai changé ici, c'est les args sh. J'ai changé par sleep10. Je veux changer la commande qui va, parce qu'un container, il a besoin d'une commande pour se lancer, parce que sinon il va faire un exit, c'est du fail fast. Je l'ai changé par sleep10. Donc ici, mon container, normalement, il va faire un sleep pendant 10 secondes et après, il va faire un exit. Et comme on peut voir ici, alors les 3 premières commandes, c'est juste pour supprimer l'ancien container et le recréer. Et lorsque je le recrée, du coup, je ne vais pas rentrer dans le shell parce que j'ai changé sh par une autre commande, qui est sleep10. Et lorsque je tape Rancy list, je peux avoir la liste de mon container. Alors ce container, il va disparaître dans 10 secondes. Maintenant, en 2016, il y avait Containerd qui a été développé aussi. C'est un projet qui est devenu maintenant open source, qui a été donné à la communauté open source et la communauté Docker. Et en fait, lui, il expose une API qui est basée sur gRPC, qui va manipuler le runtime, c'est-à-dire qu'elle va manipuler que les containers. Alors la différence entre l'API de Docker et l'API de Rancy, c'est que l'API de Docker, elle va exposer des fonctionnalités, par exemple pour gérer les volumes, pour gérer le networking, pour gérer les images, Docker Hub, etc. C'est une autre couche, alors que l'API de Containerd, elle va juste gérer le runtime, elle va s'occuper que des process, des containers en train d'être exécutés sur ma machine. Alors pourquoi? C'est parce que, avec la nouvelle avec tous ces changements, on a un projet, on a une architecture qui est devenue comme ça. En fait, on a ici c'est l'utilisateur par exemple qui peut manipuler l'API avec son CLI, avec son CLI. Et lorsqu'il lance une commande, elle va passer à Containerd qui appartient plus à Docker Engine. Et après, il va passer la commande au runtime. Alors vous voyez ici le runtime, c'est le Rancy. On peut le changer par n'importe quel autre runtime qui est standardisé avec les standards de l'Open Container Initiative. Ici, c'est les containers. Et avec cette nouvelle architecture, lorsque je lance un container, il y a le shim qui va permettre au Rancy de faire un exit, c'est-à-dire le runtime, il va exiter, et les containers vont continuer à tourner. Avant, il n'y avait pas ça. Dès qu'il y a un changement ici, ou un redémarrage, ou bien un upgrade sur un des composants ici, les containers vont disparaître ou bien vont redémarrer, etc. À partir de 2017, tout le monde a remarqué que c'est devenu populaire, c'est devenu mainstream. En fait, il y avait même la société Docker, elle a commencé à avoir plusieurs demandes parce que chaque vendeur, du coup, il veut avoir sa propre
versions de containers, par exemple AWS ou bien GCP, et même pour les systèmes d'exploitation, etc. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y avait que Docker Inc., ils ont commencé à penser à des nouveaux modèles de développement et de production de containers. C'est pour ça qu'il y avait la création du projet Moby. Alors moi, la première fois, lorsque j'ai vu Moby, je me suis dit, j'ai appris déjà Docker, parce que sur le blog post sur docker.com, il y avait Docker becomes Moby. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai appris Docker, maintenant est-ce que je dois apprendre Moby? Finalement, non, en fait, parce que Docker, c'est un projet, Moby, c'est un projet qui va permettre, pas à nous, les développeurs ou bien les exploitants de Docker, mais aux développeurs de Docker et aux développeurs de containers de travailler. Il va leur fournir une infrastructure. On va voir ici, par exemple, sur notre slide, du coup. Il va fournir cette infrastructure de création de composants et d'assemblage pour créer des containers. Alors, Docker, il a passé d'un projet open source monolithique à un projet basé sur des composants. Un projet où on peut partager ses composants et faire des assemblages avec ces composants. Un projet où on peut aussi travailler sur des assemblages en commun. Du coup, en fait, voilà le schéma le plus complet. Ici, on a des bibliothèques, des outils qui appartiennent au projet Moby. Le projet Moby, c'est comme l'usine qui va nous permettre de créer des technologies de containers. Et parmi ces technos, il y a Docker. Ici, on peut créer n'importe quel autre techno. Du coup, juste avec ces outils-là, on peut créer d'autres technologies. On peut vraiment, je sais pas, être libre, par exemple, de faire d'implémenter des fonctionnalités qui n'existent pas sur Docker, ou bien de supprimer d'autres, etc. Parmi les projets qui font partie du projet Moby, il y a Containerd, on en a parlé déjà. C'est le runtime qui permet de gérer le cycle de vie d'un container. Il y a LinuxKit, c'est un outil qui permet de créer des images qu'on appelle lean image, ou bien des images légères aussi, qui est sécurisée, qui sont optimisées pour tourner sur des containers. Il y a InfraKit qui permet de créer des infrastructures distribuées et self-healing. Self-healing parce qu'il se base sur un truc qu'on s'appelle le desired state. Alors le desired state, c'est un état dans lequel mon infrastructure doit revenir lorsqu'il y a un problème. C'est l'explication peut-être la plus simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et il se base sur un langage déclaratif, qui n'est pas procédural. Et déclaratif, je ne sais pas, c'est comme Terraform, par exemple, pour créer des infrastructures. Terraform, c'est plutôt déclaratif, alors que Ansible, SaltStack, c'est procédural. Il y a aussi un outil qui s'appelle SwarmKit, c'est un toolbox pour créer des applications distribuées et en fait, il inclut des primitives de découverte et des algorithmes qui sont basés sur Raft. Raft, c'est un algorithme pour gérer et garder la stabilité d'un système distribué. Alors, comme on a vu, en fait, Docker, c'est une technologie qu'on peut utiliser. On peut aussi développer d'autres technos avec Moby et tout, mais pour tourner tout ça en production, on a vraiment besoin d'un orchestrateur. L'orchestrateur, il est vraiment très important si on veut tourner des conteneurs en production. Donc ici, l'orchestrateur par défaut de Docker, ça s'appelle Swarm. Il vient nativement avec Docker. Avant, c'était un projet à part. Il faut installer Docker et après, il faut installer Swarm. Maintenant, dès qu'on installe Docker, et Docker Compose 3 aussi, on a Swarm qui vient avec. Par contre, il y a un autre orchestrateur qui a pris un peu la célébrité de Docker et de Swarm, ça s'appelle Kubernetes. C'est un projet open source. Et du coup, en fait, Moby, c'est-à-dire ou bien Docker, a décidé d'inclure Kubernetes nativement dans Docker. Maintenant, lorsqu'on installe Docker, il y a aussi Kubernetes qui vient avec. Alors aujourd'hui, c'est juste pour les versions sur Mac, mais ça va venir bientôt. Il y aura Kubernetes et Swarm. C'est-à-dire les deux API, les deux bibliothèques qui viennent dans Docker nativement. Ici, je vais juste parler des trois orchestrateurs les plus connus. Alors, il y a Docker Swarm. Si vous voulez commencer à apprendre l'orchestration, je vous conseille de commencer par Docker Swarm, peut-être après passer à d'autres orchestrateurs. Pour les petits projets aussi, Docker Swarm, c'est pas mal. C'est adapté en fait à des petits projets. Par contre, Kubernetes, c'est pour des projets qui demandent plus de ressources, peut-être plus d'orchestration, plus de précision sur le scheduling, etc. Et Kubernetes, il est utilisé par des sociétés comme GitHub, comme Wikimedia. Il y a aussi MezOS. Alors MezOS, c'est un orchestrateur open source. Il est utilisé par exemple par Netflix.
Je pense que Netflix, il utilise les technos les moins connus par défaut. Non, mais en fait, MezOS, c'est un projet c'est un orchestrateur qui permet, qui a plus de précision en fait sur, par exemple, l'allocation des ressources et tout ça. C'est pour ça que Netflix, qui gère des débits énormes et un flux énorme de trafic et tout, ont décidé de prendre MezOS comme solution. Il leur a permis de diminuer les coûts et d'optimiser tout ce qui est allocation, par exemple, de ressources, parce qu'ils sont sur Amazon. Et Amazon, c'est un peu cher comme cloud. Okay. On va parler rapidement du Kubernetes qui va être présenté tout à l'heure. Alors, c'est un projet, comme je vous ai dit, il a été développé par Google et il est utilisé par eBay aussi, comme Wikimedia et GitHub. Et en fait, ce qu'on a remarqué, ce qu'on peut voir en fait durant les 2 ou la dernière année, c'est que les fournisseurs de cloud, ils font un peu la course pour dire qui a le meilleur service de Kubernetes Managed. On a par exemple des services de Kubernetes Managed comme EKS sur AWS, comme OpenShift sur Red Hat, comme le GKE sur Google ou bien le AKS sur Azure. Juste pour présenter comment fonctionne pour contribuer par exemple à Kubernetes ou comment il est organisé pour le développement. Il est composé de SIG, c'est les Special Interest Groups. Et en fait, chaque SIG, il s'occupe d'une partie. Par exemple, il y a la partie AWS pour Kubernetes qui va tourner sur l'infrastructure AWS. Il y a Azure, il y a par exemple tout ce qui est authentification, big data, etc. Rien que pour voir aussi l'importance, parce que je pense que c'est un projet qui va prendre beaucoup plus d'ampleur dans le futur. Rien que pour voir son importance, voir peut-être les sociétés qui sont en train de contribuer à ce projet. Alors, à part Google et Red Hat, il y a CoreOS, Alibaba, Microsoft, même Samsung, Huawei, Canonical, IBM, etc. Yep. Et dernièrement, je vais juste... Ça, récemment, en fait, j'étais en train de... Sur le blog de Red Hat, ils ont annoncé le rachat de CoreOS. Et comme ça, en fait, Red Hat, ils sont devenus le plus gros contributeur dans Kubernetes. Pourquoi ? Parce que CoreOS, ils sont déjà contributeurs. Et Red Hat, ils sont déjà contributeurs. Donc, en fait, c'est peut-être eux aussi qui vont avoir le plus... qui vont guider plus ce projet dans le futur. Donc voilà, je vous remercie. Je vous invite en fait à aller sur ce lien. J'ai des choses à partager avec vous, mais sur ce lien, du coup, il y a un formulaire à remplir si vous voulez, par exemple, s'inscrire à la newsletter ou bien rejoindre l'une des communautés. Merci. Merci, Emen. Merci, Emen. Donc, on a une petite session de questions-réponses. Donc, à vous, si vous avez des questions pour Emen. La première question, c'est Kubernetes, il n'est pas censé remplacer Swarm ou ils vont coexister dans la distribution Docker? Soit on utilise Kubernetes, soit on utilise Swarm. Mais je veux dire, ils n'ont pas intégré Kubernetes pour éliminer Swarm, Non, c'est pas pour l'éliminer, mais ils sont tous les deux, ils viennent tous les deux nativement avec Docker. Après, c'était une remarque. C'est vrai que dans les orchestrateurs, vous avez mis Mesos. En fait, Mesos, le ticket d'entrée est assez cher quand on veut rentrer. Et il y a un orchestrateur que je trouve assez bien fait. C'est DCOS, qui est une partie communautaire et entreprise. Et effectivement, nous, pour l'avoir utilisé, c'est une surcouche de Mesos et Marathon. Ouais. Et effectivement, il est assez bien fait pour l'orchestration des images. Ouais. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a peut-être moins de documentation, moins de contributions. Nous, on a travaillé avec eux. En plus, les techos, c'est des bêtes aussi de Docker. Ils sont très disponibles. Quand il y a effectivement des trucs, ils font tout pour que ça se développe assez vite. Je crois. Depuis sa sortie, ou 11. Ouais. C'est vrai que c'est assez pas mal. Il y a une gaille et ça s'installe sur Azure, sur AWS. Sur... Ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Attends, est-ce qu'il faut utiliser le micro? Alors, je vais juste paraître un petit peu disruptif. Vous avez parlé de Rocket au début. Et alors, du coup, pourquoi pas Rocket et plutôt Docker? Juste à cause de Kubernetes et de tous les outils qu'il y a autour, ou Rocket, finalement, c'est terminé et c'est mort?
Déjà, il a été racheté par Red Hat. CoreOS, il a été racheté par Red Hat. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils l'ont racheté pour leur technologie de containerisation, mais c'était pour devenir le premier contributeur sur Kubernetes. Après, Rocket, Docker, Rocket, par exemple, au début, il était plus sécurisé. Il a respecté plus les standards. Il voulait partager les composants. C'est plus dans la démarche peut-être open source, plus ouverte, plus permissive. Alors que Docker, au début, il y avait quelques problèmes de sécurité. Il voulait tout mettre dans Docker. Après, il a fini par éclater son architecture pour permettre à d'autres contributeurs et à d'autres vendeurs de contribuer à l'écosystème de la containerisation. Donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui et de demain, si on veut penser conteneur, on pensera que Docker. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de tes besoins et ça dépend de plein de choses. Mais Docker, c'est le plus populaire en fait. C'est comme n'importe quelle question par rapport à ce que j'utilise Vue.js ou bien, je sais pas, Angular. Est-ce que j'utilise PHP ou Python? Il y a des inconvénients et des avantages dans chaque techno. Après, est-ce que tu cherches plus de documentation, plus de contact avec la communauté, ou bien tu cherches t'es vraiment plus geek, tu veux faire tout seul? Est-ce que D'accord. c'est Ok, merci. Merci beaucoup. À qui le tour? Allez, il nous reste un petit peu de temps pour des questions. C'est bon? Et volontiers. S'il n'y a personne. Je ne sais pas si vous êtes développeur Java, mais il y a un problème sur les 6 groupes avec les JVM, sur la limitation mémoire. Vous avez parlé tout à l'heure des limitations mémoire. Je ne sais pas ce que Docker, dans les récentes versions... En fait, la JVM est sortie avant les 6 groupes, et du coup, la JVM ne prend pas en compte la limitation mémoire qui est passée quand on le lance avec des notions des 6 groupes. D'accord. Ils ont proposé une option dans la Java 9, mais c'est encore sous test. Il y a un blog, là, il y a un article de Red Hat qui le décrit. Du coup, si on fait de la JVM avec des orchestrateurs, la JVM peut causer des problèmes de memory leak sur les autres containers. D'accord. Et après, je ne sais pas si Docker, ils ont... Je ne suis pas développeur Java, donc c'est... Mais ouais, c'est bon à savoir parce que je ne savais pas déjà. Mais ouais, c'est peut-être qu'il y a... En fait, ça m'a étonné de voir Docker laisser autant de liberté aux applications qui tournent, de pouvoir causer des memory leaks sur le host. Alors, Parce qu'effectivement, c'est l'implémentation JVM n'implémente pas les 6 groupes correctement. Bon, après, je sais pas si... Donc, c'est pas Docker, c'est le JVM qui ne respecte pas, par exemple, les C-groups. Ouais. Et du coup, ils proposent de le faire dans la Java 9, mais encore sous test, en fait. D'accord. Moi, je vois pas comment ils peuvent pas ne respecter les C-groups parce que c'est imposé, en fait. En fait, la JVM ou tout ce qui était fait par rapport à la gestion de mémoire, ils l'ont sorti avant les 6 groupes. Du coup, 6 groupes sont venus après, et du coup, ils n'ont pas rattrapé le retard où il y avait pas. D'accord. Je vous enverrai l'article du gars de Red Hat qui décrit le problème. Ok. Ça vous intéresse, mais... Ça marche. Merci. Encore un petit peu de temps. Il y a une question. Oui. Alors, je suis absolument novice sur le sujet. Je découvre plein de choses. J'ai cependant entendu parler de Nomad, qui visiblement serait 1000 fois plus simple que Kubernetes et s'adapterait à des petites structures, à des petits projets. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, alors tout ce qui est Nomad, Mesos et tout, ça fait partie de la même, je dirais, philosophie et aussi techno. J'ai pas travaillé avec. Moi, j'ai fait du Swarm et du Kubernetes, mais il y a aussi plein d'autres orchestrateurs. Pour monter en compétence sur un orchestrateur, surtout en production, ça demande du temps. Et je pense pas qu'on peut tester tout en production et que... Non, j'ai pas travaillé avec. Tant pis. Merci. Merci. À vous. On va passer donc à Ted et David. Aujourd'hui, on associe en général Docker à ce qu'on appelle une approche DevOps. DevOps également est associé à ce qu'on appelle l'agile. Donc la philosophie agile, c'est une méthode qui a été inventée en 1970 suite à un nombre d'échecs énormes que la production informatique avait avec leur infrastructure. Et suite à cette observation, ils se sont rassemblés et ils ont du coup créé cette méthode
agile. Donc, qui est l'inverse, qui est le contraire, entre guillemets, de ce qu'on appelle le cycle en V. Donc le cycle en V, c'est des couches, les unes après les autres, qu'on applique. Elle vise également à détailler un projet de A à Z avec le client, en essayant de bien mettre en place, de bien structurer toutes les étapes du projet jusqu'à la livraison finale. La méthode agile part du principe qu'on va découper un projet pour en faire des petites parties. Et au fur et à mesure qu'on livre ces parties, on est avec le client et du coup, on peut bifurquer sur une autre vision de l'application finale. On ne s'arrête pas à faire en sorte de tout vouloir planifier dans le temps. Prenons l'exemple effectivement du site Amazon. Celui-ci donc, est composé de ce qu'on appelle des microservices. Et ces microservices peuvent être développés par différents contributeurs, par plusieurs équipes qui travaillent justement en mode agile. Ce qui a pour effet, du coup, de ne pas impacter le projet en lui-même et de pouvoir délivrer au moment venu les features et de façon plus rapide et plus fluide. Donc ces microservices peuvent tourner justement dans des dockers, dans des conteneurs. On ne va pas être sectaire, on va dire conteneurs. L'avantage que ça a, c'est que l'image Docker étant figée, si on fait une évolution d'un code applicatif, on peut rapidement revenir en arrière sur ce qui marche, si la feature qui a été délivrée ne marche plus. Avec Docker, avec les conteneurs, il est donc possible de livrer rapidement une image qui fonctionne de la même façon que ce soit sur le poste du développeur ou en production. Ce qui amène la possibilité, du coup, de pouvoir délivrer plus rapidement. Le souci, c'est que la plupart des entreprises ne sont pas, enfin en production en tout cas, ne sont pas encore prêtes à avoir autant de livraisons. Ils sont encore dans l'ancienne version, en cycle en V, qui apprend plus de temps. Par exemple, pour un projet qui peut prendre 1 an et demi avant d'être en production. Là, on parle de semaines, voire de mois grand maximum. Donc du coup, le dev doit donc mettre en place des systèmes de vérification dans son code pour pouvoir après le délivrer en production. Il doit prendre en compte tout ce qui concerne la métrologie pour pouvoir permettre à un opérateur, quelqu'un de la production, pour pouvoir faire du troubleshooting, pour pouvoir être sûr que l'application fonctionne et si effectivement en cas de problème, pouvoir trouver rapidement d'où vient le problème. Et donc du coup, cette philosophie agile nous a amené à créer des intégrations continues et de la livraison continue. Des outils ont été créés comme par exemple Travis, GoCD, CodeFresh, j'en passe. Ce sont des outils qui permettent aux développeurs de ne se préoccuper que de son code et ensuite de pouvoir le
le pousser sur un repo Git. Et ensuite, ce repo Git va être amené avec des pipelines, c'est-à-dire des séquencements de jobs qui vont faire des tests, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui vont faire des tests au niveau de la CI. Donc il faut faire le build, les tests unitaires, les tests d'intégration. Une fois que ces tests ont été faits, le pipeline va faire ce qu'on appelle de la review, donc de la qualité de code, s'il y a des bugs dans le code, s'il y a des points-virgules manquent alors que ça marche mais on ne s'en rend pas compte. Des fois ça tombe en marche. Et ensuite il va faire du staging, donc il va amener dans une isoprod la feature qui a été développée, et ensuite il va le délivrer en prod une fois que tous les tests sont passés. Donc j'ai préparé un petit projet qui s'appelle Taiga. Taiga, c'est un gestionnaire de projet en mode agile. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai créé un projet. Dans GitLab, dans lequel je vais pousser le code avec tous les pipelines, et vous allez voir. Donc, hop. Normalement, oh, putain. Ouais, c'est l'effet démo. Ouais. Mieux. Donc le pipeline va builder l'image Taiga. Donc c'est un projet qu'on trouve en open source sur le net. Il va en créer donc des images Docker. Ensuite, au niveau des tests d'intégration, je vais faire entre guillemets un Docker Compose dans lequel je vais lui ajouter toutes les briques et je vais voir si via des curls, via essentiellement des curls, si le produit fonctionne bien en mode intégration. Et une fois que le pipeline d'intégration est passé, je vais livrer donc en staging, et normalement, si tout s'est bien passé, on croise les doigts. Ah ben non. Effet de mot. J'ai peut-être plus de chance avec la prod. C'est pareil. Bon. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Bon. Qu'est-ce qui n'est pas passé? Ah, je sais. Oh. C'est parce qu'il n'avait pas démarré. Merci. Donc ça, c'est le staging. Et donc la prod. Donc on peut. Donc là, le staging, il peut être lancé sur un conteneur, un cluster Kubernetes qui est voué au staging, au développement. Et après, donc là, ça ne marchait pas. Ça ne marche toujours pas. Donc on va aller voir pourquoi.
Oh. Ça a craché. Effet démo. On va essayer de voir pourquoi. Ouais. Pourquoi il dit qu'il crache alors? Bon. Bon, je sais pas. Ouais, non, mais non, mais il a mis sa présentation sur la mienne, mais c'est pas grave. Ok, on peut faire ça. Ouais. Donc ça c'est bien, sauf que le problème de faire du dev, après de faire d'automatiser les CI pour pouvoir compiler, déployer, tout ça c'est bien. Mais le problème c'est que le petit bonhomme du pilotage qui est là 24 heures sur 24 pour regarder des beaux graphes pour savoir si ça marche, comment il fait pour savoir? Eh bien justement, il faut que le dev qui fait ces images comprenne qu'il faut qu'il fournisse aux opérateurs des métriques et des scripts qui puissent tester l'application du début à la fin. Et donc du coup, il y a des systèmes, des logiciels pour ça, qui s'appellent Insinga pour la partie monitoring. Il y a Grafana pour tout ce qui est métrique. Donc j'ai des exemples de graphes. Il veut bien F5. Bon, on s'en fout. Et donc du coup, il faut que le développeur prenne conscience que il faut qu'ils mettent en place des métriques et que les métriques sont très importantes pour les gens qui sont là pour vérifier que la production fonctionne correctement. Ted, qui travaille chez Ingenico, va un peu vous parler justement de tout ça, de toutes les solutions qu'ils ont mis en place chez Ingenico autour de leur application métier. Je te laisse la place. Oui. Dommage. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis responsable d'exploitation à Ingenico. Donc, chez Ingenico, on était initialement, comme toutes les grandes entreprises en France, friands du cycle en V. Et nous avons des développeurs qui, historiquement, ne développaient que de l'optique du cycle en V. Nous avions un mode de fonctionnement réellement sectarisé, dans lequel les communications étaient difficiles entre la production, les développeurs, la gestion de projet. Et nous avons fait cet effort d'implémenter DevOps chez nous. Et je viens juste partager avec vous cette expérience, les difficultés que nous avons eues chez nous et comment nous les avons résolues. Alors, il y a quelques points sur lesquels je voudrais voir avec vous. C'est quelques principes généraux qui ont été importants pour nous, qui ont été les plus difficiles à intégrer chez nous, en tout cas, sur l'approche DevOps. Premier point, c'est responsabiliser les équipes. Quand un développeur code, en tout cas dans notre ancienne implémentation, dans notre ancienne organisation, un développeur codait mais ne s'en sentait pas responsable de son produit. Une fois arrivé en prod, il fallait que la prod maintienne son produit et toutes les remontées de bugs n'étaient pas forcément prises en compte par les développeurs. Il y a aussi le fait de vouloir faire simple, de déployer en production le plus simplement, le plus rapidement possible. Mais pour cela, pour faire simple, il y a deux
chose importante à prendre en compte, il faut premièrement viser l'excellence dans le développement. Faire en sorte qu'il y ait le moins de bugs possible. Tout cela pour ramener de la confiance dans le code, dans le produit, afin d'accueillir favorablement les demandes de changement. Donc, dans une entreprise, c'est surtout dans le cycle en V, c'est la prod qui décide quand on met en production. Et si la prod n'a pas confiance en vous, il ne mettra pas en production, tout simplement. Alors, comment nous avons fait les difficultés, en fait, j'en ai parlé du coup. Donc, chez nous, on avait un cycle en V trop présent. Nous ne fonctionnions pas en microservices. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de communication entre les développeurs et la production. Donc, nous n'avions pas une approche DevOps. Les bugs remontés n'étaient pas suivis. D'ailleurs, il était difficile d'expliquer qu'il y avait un bug, de même découvrir qu'il y avait un bug. Et du coup, la perte de confiance. Et notre parc applicatif qui se retrouvait hétérogène. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, qu'Ingenico fournit des terminaux de paiement électronique initialement aux commerçants. Mais nous fournissons aussi une centralisation des flux, un système qui permet de centraliser les flux monétiques vers les banques. Et pour ce faire, nous délivrons, pour l'instant toujours en VM, mais nous délivrons des hosts aux clients sur lesquels nous installons différentes applications qui permettent de traiter des protocoles bancaires. Donc, il s'avérait que pour chaque profil de client, nous avions un parc des services différents. Et ce qui fait que nous avons un parc hétérogène, extrêmement hétérogène, avec plus de 150 VM, toutes différentes, ne serait-ce que pour une application. En tout cas, un service donné. Donc voilà. Alors, afin de franchir ce cap vers le DevOps, la pierre angulaire de ça, ce qui a fait qu'on a réussi à passer à fonctionner en mode DevOps, c'est savoir exploiter les données. Alors, comme David le disait tout à l'heure, il y a différents types de données, comme les events, les erreurs que vous avez sur l'application, le monitoring. Et il faut savoir exploiter ces données, savoir les remonter le plus rapidement possible, être capable de détecter les pannes, les bugs avant que le client vous escalade la problématique et pouvoir patcher le plus rapidement possible. Donc, effectivement, Docker est l'une des solutions les plus avantageuses pour patcher. Et l'approche DevOps, l'approche agile, permet de livrer en prod le plus rapidement possible et permet de débugger, en tout cas de patcher la prod au plus vite. Et voilà. Alors, sur quel type de données nous nous sommes concentrés chez Ingenico? C'est tout ce qui est event, c'est-à-dire les opérations effectuées sur la plateforme. Alors, quand je dis les opérations, bien sûr, nous avons tous des couches d'automatisation. Chez nous, nous avons GitLab, nous utilisons Puppet. Et chaque changement est ordonnancé par cette couche d'automatisation. Mais chaque changement est aussi enregistré dans notre base de données MySQL. NoSQL, pardon. Donc, les installations d'applications, toutes les lignes de code sont enregistrées également dans notre base de données NoSQL, ce qui nous permet, après coup, d'exploiter ces données. Nous avons aussi récolté tous les métriques système, CPU, swap, tout ce qu'on pouvait récolter sur un environnement. Nous avons récolté toutes les métriques réseau, le nombre de connexions au firewall, tout, et ainsi que les métriques applicatives. Alors, comme David le dit, le développeur doit se sentir, le développeur doit se sentir concerné. C'est au développeur de dire quoi
monitorer, quoi checker, quel type de métrique on peut remonter, qu'est-ce qui permet de connaître l'état de santé de l'application, du service donné. Et pour cela, pour une application métier, il suffit de créer des macroscripts qui permettent soit d'alimenter le monitoring, comme Insinga, ou alimenter une base de données NoSQL, comme nous on l'a fait. Donc les outils utilisés. J'ai récupéré un peu le diagramme qui explique notre implémentation de récolte de métriques chez Ingenico. Donc je ne rentrerai pas dans les détails. C'est plutôt... En tout cas, ça marche bien, ça nous a aidés. Donc, la première brique, la plus importante, c'est Sensu. Nous avons utilisé Sensu pour récolter les métriques applicatives et systèmes. Sensu, nous avons installé simplement un client, les clients Sensu nous avons simplement des clients Sensu sur les serveurs, chacun de nos serveurs, qui, eux, renvoient les données dans Logstash. Vous avez différents types de données. Alors, non, pas dans Logstash, dans RabbitMQ, pardon, je corrige, via des queues Rabbit. Mais vous avez aussi le process R6log qui, lui, renvoie les données dans Logstash. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Logstash. C'est un outil qui permet de collecter les données, collecter les events et les enregistrer, pour les enregistrer finalement dans une base de données NoSQL. Donc, grâce à cette première brique de Logstash, nous avons pu faire juste une transformation des données. Par exemple, le flux syslog que nous avons reçu, nous le transformons en JSON. Ce qui est beaucoup plus facile d'exploiter après. Nous faisons aussi du filtre. Nous récupérons, en fait, nous taguons les différents types d'erreurs. Nous avons créé des classes avec les équipes d'exploitation, avec les développeurs. Nous avons créé des catégories d'erreurs qui nous permettent finalement de créer des métriques, de comptabiliser des métriques sur le temps. Nous avons aussi une deuxième brique de Logstash qui, elle, simplement permet de... Alors ici, on a la transformation en JSON, l'enregistrement sur RabbitMQ, puis finalement, parser les logs ici. On parse les logs ici. On enregistre donc tous ces events dans Elasticsearch. Il n'y a pas que les systèmes Linux que nous monitorons ainsi. Nous avons aussi tout ce qui est network, tous les appareils de communication que nous avons, les différents points que nous avons. Eux, ils utilisent nous, on utilise CollectD pour ça. Ted, je te remercie. Je te propose de passer au screenshot Oui. pour qu'on puisse voir le résultat de ces indicateurs, s'il te plaît. Alors, concernant les screenshots, alors nous, on a utilisé un outil Grafana, qui était, j'ai vu que David en avait parlé. Donc, c'est un exemple de données que vous pouvez récolter. Alors, nous, on gère des transactions. Chez nous, une transaction, c'est une vraie transaction. C'est un paiement avec votre carte bancaire, par exemple. Donc, ici, on peut voir le taux de transaction en erreur sur une application, le taux de transaction offline, par exemple, et les transactions qui ont réussi pour une chaîne donnée, pour un service donné. Alors là, c'est une métrique standard. On récupère la métrique et on la graphe. Ici, par exemple, on a toutes les transactions refusées pour une application. On monitore la pertinence de notre monitoring. On est capable de monitorer notre monitoring ici. Parce que finalement, le monitoring en lui-même remonte des events. Donc, on est capable de calculer cela. Alors, ça, c'est la partie qui est la plus intéressante pour l'approche DevOps, c'est l'exploitation des logs. Une fois que vous faites des conteneurs et que vous livrez en prod, vous avez besoin de savoir le plus rapidement possible quel est l'impact de votre livraison en prod. Et cela n'est possible que par deux biais, le business monitoring, mais aussi l'exploitation des erreurs, des logs. Généralement, quand on exploite les logs, on va simplement faire dans le bash, on fait un tail, on vérifie, on fait un grep error, et voilà.
Ici, vous avez la possibilité de mettre en corrélation votre état actuel sur un état passé. Savoir si vous avez altéré le service, simplement. Et ici, vous voyez les catégories qu'on a effectuées, par exemple, qui, dans Logstash, qui nous permet de regrouper des types d'erreurs. On a la possibilité également de faire des suivis sur le nombre d'erreurs par chaîne, par serveur, par application. Vous pouvez tout faire, finalement. Alors, je vais vous montrer rapidement pour finir. Ce qui nous a le plus aidé, c'est ce type de graphe. Ici, chaque trait représente une opération effectuée sur la production. Une livraison de Docker, une modification de fichier de conf, une installation de RPM. Tout est enregistré, tout est logué, tout est remonté dans notre base de données NoSQL, tout est exploité. Donc finalement, quand il y a une mise en production, nous sommes au courant et nous pouvons la mettre en corrélation avec, par exemple, un taux de transaction en refus. Et là, il n'y a plus de discussion possible. Ok. Voilà. Merci beaucoup Ted. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience donc chez un client, un Génico, leader des moyens de paiement. Donc je garde quelques minutes pour que vous puissiez lui poser des questions. Donc allez-y. Merci. En combien de temps vous avez mis en place toute cette stratégie DevOps? Ça nous a pris plus d'une année. Ah, quand même. Ça nous a pris vraiment plus d'une année. Alors déjà, avant même de parler de DevOps, on a justement, c'est pour ça que j'ai parlé de la remontée des 20 et de métriques. C'est la première chose qu'on a mis en place. Et là, jusqu'alors, on travaille sur l'aspect DevOps, sur la mise en place de DevOps. Nous avons des process agiles actuellement, mais pas sur l'intégralité du cycle de vie de l'application. Par exemple, le développement, il faut qu'on travaille maintenant en mode agile. Les testeurs, la QA, mais la production, en tant que telle, n'a pas été encore raccrochée à cet aspect de l'agilité, à ce mode de fonctionnement agile. Nous travaillons en DevOps, mais pas en agile. C'est-à-dire qu'en production, vous livrez des conteneurs quand même ou non? On livre des conteneurs pour certaines applications. D'accord. L'application, par exemple, cette application-là, même si on travaille en mode agile, mais pour l'instant, elle n'est pas encore containerisée. On travaille énormément sur ce point. On dépense énormément d'argent pour changer. Alors, il y a des freins à la containerisation. Il faut que l'application soit capable d'être containerisée. Et actuellement, l'application n'est pas encore... on ne peut pas le containeriser, mais on y arrive. D'accord, merci. Et une question, qui déclenche la mise en production? Est-ce que c'est l'exploitation chez vous toujours ou est-ce que c'est le métier? Jusqu'à c'est-à-dire peut-être 6 mois, c'était totalement l'exploitation, uniquement l'exploitation. Et maintenant, c'est les deux. Et si c'est le métier, c'est à travers quel outil? Pardon? Si c'est le métier qui déclenche la mise en production, c'est à travers quel outil? Alors, on a du GoCD, on a du Git et du Puppet, en fait. C'est l'exploitation qui lance les installs à la demande des développeurs et des chefs de produit. Ce que je veux dire, c'est que le pipeline pour pousser la mise en prod... Et la mettre de l'exploitation. Ah, c'est à l'exploitation, c'est pas le métier qui a accès à un pipeline de mise en prod? Non, pas encore. Ok, d'accord. Mais c'est l'objectif. Okay. Merci. Pas vraiment. Pas du tout, parce que Surtout nous, on met les briques et c'est justement ça. On souhaite automatiser la solution pour ne travailler que sur l'automatisation et arrêter de pousser le bouton. Okay. Moi, je me demandais juste qu'est-ce que tu faisais chez Ingenico et pourquoi est-ce qu'il t'avait envoyé toi pour présenter ça? C'est pas Ingenico qui m'a envoyé. D'accord, donc j'ai répondu à la demande de Siske. Et pour juste partager avec vous l'expérience que j'ai sur la mise en place de l'agilité de mode de fonctionnement DevOps. Et voilà.
Et ce que je fais chez Ingenico, c'est que je suis responsable d'exploitation et de support. Donc j'ai une équipe qui s'occupe qui fait du support applicatif, simplement, sur toutes les solutions proposées par Ingenico. Et une équipe l'équipe justement, qui met en production actuellement, voilà, et qui effectue les tests. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je me posais la question, au début, vous disiez que chez Ingenico, ils n'utilisaient pas forcément des conteneurs partout encore. Et du coup, pour vous, en quoi est-ce que travailler avec des conteneurs, ça facilite la mise en place d'une méthodologie DevOps à ce niveau-là? Finalement, on ne sera plus livré d'un binaire. C'est ça l'avantage. Actuellement, on est livré d'un binaire C qui a ses dépendances, qu'on doit connaître, qu'on doit documenter, qu'on doit suivre. Et finalement, avec un Docker, le binaire est livré avec son environnement. Donc, ça rajoute de la fiabilité dans la livraison, mais également de la facilité. Comme on disait, il faut faire simple. Donc, le développeur connaît son environnement, sait comment son environnement doit fonctionner, quelles sont ses dépendances. Donc, il livre ce package. Et ce package, c'est un Docker, une image Docker. Merci. Allez, encore une. Et puis après, je vous propose de prolonger l'échange à l'after. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience. Donc, j'ai juste une question par rapport aux applications que vous avez containerisées. Comment vous gérez la centralisation des logs? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous utilisez comme logging driver? R6log jusqu'alors. Donc, directement vers le réseau. Merci. Super, alors ça c'était une question efficace, réponse efficace, j'adore. Et il en restait une ici. Allez. Oui, alors, oui, j'aurais une question plus humaine, j'ai envie de dire. Comment s'effectue le passage du cycle en V, alors pas au niveau logiciel, mais au niveau organisationnel, par rapport aux développeurs? Si vous parlez de l'humain, très difficile. Parce qu'on a eu il y a beaucoup de personnes qui ont eu le même réflexe. Le même réflexe que le monsieur a dit. C'est-à-dire que une fois qu'on passe du cycle en V vers le mode DevOps agile, déjà, il y a une chose qui saute. C'est le management. Tout le monde est au même niveau. Déjà. Deuxième chose qui saute, c'est finalement, on tend vers l'automatisation. Donc, finalement, les équipes d'exploitation, les équipes d'administration système se sentent en danger. Et troisième chose qui saute, c'est le développeur qui a peur de mettre les mains sur la production, qui a peur d'aller en production. C'était les trois points les plus difficiles à gérer. D'accord. Et je pense que vous avez gagné en fiabilité? Énormément, énormément. Ça n'a rien à voir. Effectivement, dans le passé, nous avions, à chaque mise en production, bon, je ne vais pas trop spoiler, disons que nous avions beaucoup de mises en production qui échouaient à cause de problèmes de documentation, à cause de l'information qui ne circulait pas. En vrai, la vraie problématique des mises en production, c'est l'information. Comment délivrer l'information des devs vers la production, le comment faire. Et avec l'agilité, avec le mode DevOps, comme les équipes d'exploitation, de support, d'administration, système, network, travaillent en collaboration avec les développeurs dès le départ. Donc finalement, tout le monde est d'équerre et tout se passe bien. Et actuellement, il est très rare, je ne vais pas donner les chiffres parce que bon, ça ne se donne pas, il est très rare d'avoir un problème lié à une livraison en production chez nous. Si nous avions un problème, c'est un problème de développement, ça peut arriver. Hein. Mais sur une mise en production, non. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors ce dernier sujet, en effet, pourrait être le sujet d'une présentation dans la transformation et l'organisation ou la réorganisation. Donc ce sera probablement le sujet d'une prochaine présentation. Bon, déjà, merci pour votre présence. Hein, c'est sympa. On ne pensait pas avoir autant de monde. Hein. Donc merci à 42 de nous avoir accueillis. Puis merci aux gens de s'être déplacés malgré les grèves, parce que, mine de rien, c'est pas simple, les transports en commun aujourd'hui. Donc, le sujet que je vais aborder, c'est Kubernetes et le scheduling de workload concernant des pipelines de CI et de CD.
Donc moi, je m'appelle comment Je m'appelle Sylvain, voilà. Donc j'ai fondé une société qui s'appelle Syscale il y a quelques temps. Voilà. Donc David en a parlé en début d'intro. Tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas remettre une couche, c'est pas l'objectif, c'est qu'on cherche des gens. Donc on cherche des développeurs, on cherche des ingénieurs DevOps, donc n'hésitez pas, on peut en discuter. Donc avant de rentrer dans le dur sur Kubernetes, je vais revenir sur un thème qui peut paraître un peu trivial. C'est le cycle de vie d'un conteneur. Et ouais, parce que le cycle de vie d'un conteneur, finalement, quand on regarde bien, c'est un peu comme le cycle de vie de la donnée. Il passe par différents états. C'est-à-dire de sa création à sa destruction, il passe par N états. Alors, ça va pas être évident parce que le micro est tapé en même temps, ça va être rien. Mais tu as quelqu'un pour t'aider. Ok, je te remercie. Alors, go. Alors, celui-ci, je vais le mettre à... Alors, un conteneur, c'est rien d'autre qu'une instanciation d'une image. Donc, la première chose qu'on fait, une fois qu'on a effectivement... on parle de pipeline de CI, donc builder son code, c'est binaire, réaliser des tests. Alors, on se pose la question donc de builder son image et ensuite de la créer cette image, c'est-à-dire d'instancier une image. Donc la première chose en fait qu'on réalise dans le cycle de vie d'un conteneur, dans le cadre d'un déploiement, c'est rien d'autre. Dites-moi. Hein. Login 2 points. Voilà. T'as oublié le mot de passe. Allez. Toto 28. Le premier état d'un conteneur, c'est l'état create. C'est-à-dire on crée un conteneur, tout simplement. Donc il passe par un état. D'accord ? Ah oui, si je me mets pas sur la machine, ça va pas être bon. Hein. Hop, et voilà. On va le faire comme ça. Hop, et on va faire un petit commande de plus. Voilà. On va y arriver. Hein. C'est les lois de la démo comme... Alors, donc la première commande pour instancier, en fait, pour créer un conteneur, c'est Docker create. Jusque-là, vous me suivez. Hein. Rien de compliqué. On va lui donner un petit nom. On va passer là. Voilà. Là, c'est mieux. Hop. Je vais faire autrement, juste une seconde. Et voilà. Cool. Donc la première commande, Docker create. Donc l'objectif c'est de créer tout simplement un conteneur. Hein, voilà, donc il est créé. Donc ce conteneur il passe par différents états. Voilà, donc create. On a la possibilité de le lancer. Ça paraît trivial ce que je raconte, mais c'est pour introduire l'orchestration de conteneurs. Donc il passe par un autre statut qui est tout simplement create, up, pardon.
On le stoppe. On le met en pause. Bah oui, je l'ai stoppé. Qu'on met en pause avant de le stopper. Bah ouais, on va peut-être le redémarrer. Voilà. Hop, on le met en pause. On le kill. Si je mets pas l'argument, ça va pas le faire. Voilà. Et on a la possibilité aussi, tout simplement avec des commandes système, hein, donc en envoyant des interruptions au conteneur. Donc, tout simplement, je lance un conteneur. Voilà, de le passer en mode abort. Donc il a un statut exit. Voilà. Tout ça pour dire que un conteneur, il passe par différents états au cours de son cycle de vie. Et le rôle d'un orchestrateur, au final, c'est quoi? C'est de maintenir en fait l'état, c'est de maintenir en fait, de scheduler ces conteneurs, donc aussi bien sur des VM ou des serveurs bare metal, voilà, et de scheduler ces conteneurs sur ces clusters d'orchestration. Autre fonctionnalité aussi adressée par les orchestrateurs de conteneurs qu'adresse Kubernetes, c'est ce qu'on appelle le self-healing. Alors le self-healing, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui, par rapport à un état désiré, permet de maintenir l'état de l'objet en fait, qu'on déploie. L'objet, ça peut être aussi bien, on va les introduire après, hein. Ça peut être aussi bien un pod, on abordera la définition de pod après, ça peut être un service, ça peut être tout type d'objet, via des contrôleurs. Autre fonctionnalité aussi qui a été poussée en 1.6 par Kubernetes, c'est ce qu'on appelle le pod autoscaling. Alors le pod autoscaling, c'est quoi? C'est une bonne question. Donc le pod autoscaling, c'est rien d'autre qu'un contrôleur qui, par rapport à des métriques, alors en fonction des certaines applications, on peut jouer sur des métriques applicatives, mais généralement c'est la CPU. On peut, en fonction de la charge du système, faire du scale de pod, simplement. Et si jamais votre cluster en question n'est pas apte à répondre à la demande, on peut faire de l'ajout et de la suppression de nodes. Fonctionnalité intéressante qui a été introduite avec un contrôleur qu'on appelle deployment, c'est l'automate rollout et rollback. On verra ce que c'est après. Le service discovery, alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers au service discovery. Donc, le service discovery vise à maintenir en fait, un état cohérent à un instant T votre cluster Kubernetes tout simplement en faisant un snapshot de ce qui est lancé, ce qui a été arrêté à un instant T. C'est la mémoire vive en fait, de votre cluster Kubernetes. Et puis les fonctionnalités de load balancing, d'orchestration de stockage, et aussi, alors Volt le fait très bien, mais la gestion aussi de secrets de configuration. Eh ben, il ne veut plus. Il veut plus. Allô? C'est revenu? Okay. Alors, Kubernetes, alors, pour les intimes, on appelle ça K8S. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 lettres entre la première lettre et la dernière lettre, tout simplement. Donc, c'est un projet qui est né chez Google, qui a été fortement influencé par, mais qui a été développé from scratch, attention, hein, par deux frameworks d'orchestration, qui sont Borg et Omega. Voilà. Il faut savoir que Kubernetes a été donné par Google à la CNCCF en 2014. La première version, la 1.0, a été lancée en juillet 2015. C'est sous licence Apache 2. Les composants, c'est un peu la guerre des étoiles. Alors, les composants de Kubernetes. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types. Alors déjà, au sein d'un cluster Kubernetes, il y a la notion de node. Donc, un node, c'est une VM, bare metal. On peut mixer les deux, mais ce n'est pas conseillé. C'est possible. Et il y a des composants de type master et des composants de type worker. Donc les composants de type master, ce sont en fait des composants
c'est le contrôle plane en fait du cluster tout simplement. Donc on a un composant au sein de ce master, c'est le seul service d'ailleurs qui est exposé à l'extérieur, qui est l'API server. Donc l'API server a pour rôle de checker la conformité en fait quand vous utilisez par exemple un client comme kubectl, qui est un binaire pour interagir avec l'API server de Kubernetes, mais ça pourrait être via Python, en exploitant l'API server ou autre, ou COPS, vous permet en fait d'injecter un déploiement, c'est-à-dire ça peut être un objet de type, on les verra après les différents types d'objets, un objet de type déploiement, et lui va checker en fait la conformité du fichier que vous passez en entrée et va interagir avec deux composants qui sont les composants de type worker, qui sont kubelet et proxy. Donc kubelet, son rôle à lui, c'est juste de s'assurer que on répond bien aux spécifications propres en fait aux pods qu'on lance et qu'ils soient bien lancés. Et le proxy, en fait, c'est une couche d'abstraction réseau qui permet de faire du port forwarding. Donc on verra la notion de service après. Il y a différents types de services pour le coup. On a un scheduler. Donc le scheduler, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un pod qui vient d'être créé. Où je l'assigne? Sur quel node? Donc en fonction de la charge des nodes, il l'assigne sur tel ou tel node du cluster. On a le contrôleur manager qui, lui, vise à lancer en fait des contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est ce qu'on va voir après, pour le coup. Et on a, ce que je disais tout à l'heure, la mémoire vive du système qu'on appelle etcd. Alors. Non, mais c'est bon. Voilà. Alors, un contrôleur, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une boucle while true. Vous faites du développement, vous savez ce que c'est une boucle while true, je ne vous apprends rien. C'est un composant au sein du système qui vise par rapport à un état attendu, s'assurer qu'en fait, par rapport à l'état courant, on tend bien vers l'état attendu. Et en fonction de l'état en question, de l'objet en question, on effectue des actions du type redémarrer un pod, parce que le nombre de réplicas n'est pas attendu, s'assurer, par exemple, que côté entry point, côté endpoint, on est correct derrière un service, ce genre de choses. Avec la version 1.6, il y a un contrôleur qui a été pushé, intéressant, qu'on appelle le contrôleur Cloud Manager, qui lui vraiment crée une couche d'abstraction entre les services providers et puis Kubernetes. C'est-à-dire qu'en fait, on supprime vraiment l'adhérence entre le Kubernetes et le provider. C'est-à-dire qu'on peut provisionner à la volée du route 53 d'AWS, par exemple, pour avoir des entrées DNS. On peut interagir avec le load balancing. On peut générer des volumes à la volée. Donc c'est assez pratique et ça permet de rendre portable Kubernetes un peu partout maintenant. Enfin, on le voit chez tous les providers. Alors, on revient aux objets. Donc là, ça va être encore la loi de la démo. Ça va planter. Hop. Ok. Est-ce que là, déjà, sur les concepts de base, il y a 2-3 questions là? On verra sinon après. Vous connaissez tous Kubernetes? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça permettra de meubler pendant qu'on passe les bugs de démo. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez revenir sur la notion de pod. Ouais. Du coup, qu'est-ce que c'est un pod? J'y viens. Donc c'est tout à l'heure. C'est juste là, en fait. C'est bon? Alors, un pod, c'est quoi? Vous allez voir ce que c'est un pod. Alors, un swarm, il gère des conteneurs. C'est l'entité de base. Et pour le coup, Kubernetes, lui, gère des pods. Donc, un pod, c'est quoi? Je vais vous montrer. Hein. Je vais faire un kubectl describe pod sur un pod. Hein. Donc, ça, c'est notre plateforme. Donc, actuellement, avec les développeurs qui sont là-bas, donc
on développe des microservices en Golang, en exploitant, je ne sais pas si vous connaissez les protocoles du type gRPC, Protobuf et un framework Go qu'on appelle Go Micro tout simplement, dans l'idée d'exposer ces services, le back-end, à un front derrière. Donc, c'est quoi un pod? C'est tout simplement 1 à n conteneurs. D'accord? Un pod partage une IP, les mêmes ressources mémoire, les mêmes ressources CPU. D'accord? Donc là, on est dans un pattern qu'on appelle sidecar pattern, c'est-à-dire on adosse un conteneur qu'on lance, un conteneur qui est vu comme si il écoutait sur la stack TCP/IP en localhost. D'accord? Tout simplement. Donc un pod à retenir, c'est 1 à n conteneurs. Alors après, il y a une notion qui est assez importante à considérer, c'est les objets du type contrôleur. Alors, voilà. Donc les objets de type contrôleur, en fait, sont des objets qui visent, comme je le disais tout à l'heure, à maintenir l'état d'un objet qu'on déploie. Donc il y a eu une transition là, sur Kubernetes, c'est qu'on est passé du mode, il est encore exploitable, hein, mais maintenant la plupart utilisent le réplica set, donc on est passé de réplica contrôleur à réplica set. La différence en fait c'est sur, alors je vais essayer de vulgariser au maximum, c'est en fait, pour pouvoir identifier les objets qui sont rattachés en fait, à une ressource, par exemple un service ou un déploiement, dans le cas de figure un déploiement, on utilise des labels. Et en fait, on a des sélecteurs qui permettent, en fonction, c'est classique, en fonction d'un mode clé-valeur, de déterminer quel objet est rattaché à telle ressource. Donc il y a une évolution, on est passé d'equality based selector, où c'était du mode clé-valeur, où les opérands, c'était du égal et du point d'exclamation égal, voilà, différent, à un autre opérand qu'on appelle in avec cette base, où on peut combiner plusieurs en fait, valeurs à une même clé. Donc c'est assez pratique, surtout quand on fait du rolling update. Donc ça a été introduit avec les réplica set. Donc les réplica set, si je fais un petit describe sur le réplica set, rapidos. Voilà. Donc le réplica set, voilà, tout simplement, son rôle, c'est de contrôler que le déploiement en fait, d'un ou n conteneur, d'un ou n pod, pardon, pour le coup, c'est bien passé. Donc vous avez ici une entrée qu'on appelle réplica. Donc on voit par exemple là actuellement il y a un réplica qui est lancé, donc c'est l'état désiré. Pour le coup, tout va bien. Donc il ne va pas solliciter donc, un autre composant de Kubernetes qu'on appelle le scheduler pour dire eh oh, il y a un réplica là qui est out, relance-le moi. Alors, il y a une notion qui a été introduite qu'on appelle le deployment controller qui mise sur le réplica set. Ce qui est intéressant, c'est qu'en misant sur le réplica set, le deployment peut gérer efficacement tout ce qu'on appelle le rolling update. Alors, je vais vous faire une petite démo rapide. Je vais déployer en fait, un NGIX classique. Là, c'est bon. Donc voilà mon fichier. Alors mon fichier, en fait, je lui dis, eh bien, je vais déployer un objet de type déploiement. Son nom, c'est ngix-déploiement. Dans un namespace, alors oui, la notion de namespace, en fait, c'est, pour faire un parallèle, c'est assimilable à un tenant, c'est-à-dire, grosso modo. Il aura donc les pods que je vais déployer auront pour label app.ngix. Je vais lancer 3 réplicas et l'image que je vais déployer, en fait, c'est un ngix en version 1.7.9. Donc je vais le déployer. Voilà, donc il est déployé.
il est où? Là, ils sont là. Vous voyez, on a 3 pods en fait qui ont été déployés ici. Donc là, il est en train d'écrire. Hein. Donc il a fini. J'en prends un. Donc, comme vous pouviez le voir, on était en version 1.7.9. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de changer. Donc on va faire un rolling update. Donc je vais changer tout simplement la version en fait de NGIX. Donc on va le faire en live. Hein. Donc je spécifie en fait simplement que pour mon objet du type NGIX déploiement, maintenant, dorénavant, la version d'NGIX, ça sera une autre version. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi, version 9.1 Sagus. Ouais, c'est fait. J'ai des commandes qui me permettent justement en fait d'avoir un rollout status dans, merci. Alors, en fait, mon rolling update. Ouais, c'est bon. Hein. C'est arrivé. Voilà, et donc là, il a fait un rolling update, mais on va vérifier quand même. On va aller vérifier la version. Simplement. Donc ça, c'est bien pratique quand vous faites... vous utilisez en fait des modes Canary Deployment, ce genre de choses pour faire des montées de versions pour tester. Pour les rattacher après à des services. C'est assez pratique. Voilà, donc on est en version 1.9.1. Voilà, ça marche. On a une autre notion qu'on n'a pas abordée qui est la notion de service. Donc la notion de service, voilà, on a différents types de services. Donc là, je vous liste en fait les services dans un namespace. Hein. Donc on a grosso modo 3 types de services. On a le cluster, l'objet de type cluster IP. Donc là, en fait, on expose. Alors tout le monde est familier avec la notion de VIP ou pas? VIP. Alors la VIP, concrètement, c'est quoi? C'est un composant auquel on rattache une IP et un port, et en fonction de, on va dire, de stratégie ou de policy, on répartit la charge sur des pods. Tout simplement parce que le pod en tant que tel a un cycle de vie, et je reviens au premier slide que je vous montrais, limité. Donc l'adresse IP est un pod à l'instant T, sachant que PET et CATL, vous connaissez cette allégorie, PET et CATL? En fait, ce qui a introduit le DevOps, c'est qu'on est passé en fait du PET, animal de compagnie, donc mon petit serveur où je lui donnais des noms pustule, je sais pas, verrue, etc., où on ne donne plus de nom. Parce qu'en fait, un conteneur, en tant que tel, comme tu l'as introduit peut-être tout à l'heure, c'est jetable. Un conteneur, c'est un objet immutable qui contient effectivement, c'est un environnement d'exécution qui contient des binaires et des librairies auxquels on ne touche pas. Donc ça correspond, par exemple, dans les environnements, comme l'a précisé tout à l'heure David, dans des environnements de test, par exemple, en tag du Docker, le numéro de commit. Et puis dans des environnements de staging ou de prod, par exemple, le tag de la version en tant que tel qu'on déploie. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un premier type d'objet, un premier type de service, pardon. On a la notion aussi de load balancer qui mise justement sur le Cloud Controller Manager, qui interroge AWS directement en disant hey, j'ai besoin d'une VIP pour mon service. Tu vas me créer une VIP et puis tu vas mettre mes composants derrière cette VIP en question. C'est ce qu'on fait nous actuellement, enfin c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Maintenant on a basculé sur un autre mode qui s'appelle l'Ingress, qui fait reverse proxy et qui permet de taper à tous les services qu'on expose directement. Parce que ça coûte cher à AWS quand vous déployez en fait des VIP à tir-larigot. Et le dernier type de service, c'est ce qu'on appelle le node port. Alors le node port, concrètement, c'est quoi? On bind un port d'un pod sur un port, sur un range de ports côté node, tout simplement. Donc on a vu la notion de service. Pour finir,
Et après, j'ai encore une petite démo à vous faire. On va plus être dans le timing, je sais pas. Ok. C'est la notion de PV. Donc, ça, c'est les volumes. Hein, le micro, c'est mieux, ouais. Je m'excuse, je suis un peu fatigué. Alors, les volumes qui sont exploités par un autre type d'objet qu'on appelle les PVC. PVC, concrètement, c'est la requête d'un volume et on tape dans ces volumes pour pouvoir présenter et climer, en fait, binder en fait, des volumes à un pod en question. Voilà. Pour faire du stateful et du persistant. Voilà, bon, après, il y a la notion de secret. Je suis dyslexique, je sais. La notion de secret, donc on peut stocker des secrets. Donc un secret, ça peut être un token, un login, un mot de passe. Et on peut interagir directement via l'API avec les secrets. C'est ce qu'on fait nous jusqu'à maintenant. Enfin, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On a changé. Maintenant, on utilise GitLab CI. Mais on a la possibilité, en fait, au run d'un conteneur, j'ai bien dit, au run d'un conteneur, d'aller récupérer un secret, par exemple, du type je vais interagir, mon backend c'est un Mongo, j'ai besoin en fait d'interagir avec Mongo, récupère-moi comme secret le login mot de passe, tout simplement. Voilà. Donc c'est assez pratique et ça marche assez bien. Et ben voilà, on a fini pour les objets. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié des trucs grosso modo, on a abordé les objets principaux. Ouais. Ok, on continue. Alors, nous, en fait, on fait ça. Nous, on fait quoi? On fait des microservices chez Syscale pour notre plateforme. Et là, c'est un petit microservice trivial. Alors ça, c'est un diagramme d'activité. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un petit microservice qui s'appelle User Management qui vous permet en mode CRUD. Voilà, on crée, on read, on update et puis on supprime un compte utilisateur, tout simplement. Donc derrière, il y a un framework qu'on appelle GoMicro. Et puis on s'est appuyé sur HTTP2, un dernier standard, en misant sur gRPC, puis Protobuf comme langage de description. Tout simplement. Notre objectif, là, c'est de miser parce que c'est pas simple, on va voir ce que ça va donner, mais sinon on fera tout simplement, on utilisera une gateway qui fait la translation de HTTP1 vers HTTP2. Mais notre objectif, en fait, c'est pour le coup d'exploiter un framework qu'on appelle gRPC Web, qui est en bêta là, chez Google, qui vise justement, en s'appuyant sur TypeScript, de pouvoir dialoguer directement en front, en HTTP2, via un langage de description qu'on appelle simplement Protobuf. Alors, qu'est-ce que fait dans cette histoire Kubernetes? Parce qu'on a parlé de CI, test, on a parlé de build, donc test unitaire, test d'intégration, déploiement en staging, déploiement en prod. Alors, qu'est-ce qui fait en fait dans cette histoire Kubernetes? Alors, il y a une notion dans GitLab, tu l'as introduit ou pas, les runners? Bon, je vais en toucher deux mots. En fait, un runner, c'est rien d'autre qu'un job qu'on lance pour exécuter une tâche et avoir son retour, quoi. Voilà. Donc, il y a la possibilité, en s'appuyant sur une notion qu'on appelle les exécuteurs, de runner, en fait, le déploiement d'un conteneur dans Kubernetes à partir d'un runner GitLab, tout simplement. Donc, pourquoi je dis workload? Parce que en fait, la gamme, elle est hyper large. Hein. Ça peut être un workload, on va le voir après, de build. Ça peut être un workload de test unitaire. Ça peut être un workload de déploiement. Ça peut être un workload de review en s'appuyant sur des outils de type Sonar. Donc, en fait, comment s'intègre Kubernetes en fait, dans ce schéma? C'est tout simplement le support de déploiement au workload d'un pipeline de CI et de CD. On va voir ça comme ça. Alors, à différents runtime, aujourd'hui, on parle de Docker, RKT, etc. Là, je ne sais pas si vous vous intéressez à ce type de runtime, mais on parle de plus en plus de tout ce qui est unikernel, unique. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est le conteneur 3.0. Donc, il y a une offre assez pléthorique, en fait. Finalement, il y en a 3 runtime.
Et donc Kubernetes, sa force, c'est déjà d'être portable, d'être agnostique en fait du provider sur lequel vous vous trouvez, tout simplement, et d'offrir suffisamment de flexibilité, bien que l'intégration, l'implémentation au début peut être un peu sioux, parce que fondamentalement, la distinction entre la philosophie Swarm et Kubernetes, c'est la suivante. C'est que Docker, leur objectif, c'était mettre à disposition les outils pour que les développeurs soient tout de suite opérationnels. Donc les développeurs, la plupart du temps, n'ont pas de notion en fait, d'infrastructure, de résilience, de disponibilité. Et là, Kubernetes introduit les principes. Donc la phase, en fait, justement, d'intégration est un peu plus longue parce qu'il faut s'approprier en fait ces principes. Bon, il y a des initiatives qui sont lancées chez Microsoft, telles que, je ne sais pas si vous connaissez, un produit open source qui s'appelle Chart, et est capable en fait de checker directement dans le code quel langage on build et on run, et déterminer le pipeline qu'il faut lancer, le build d'intégration de test. Mais bon, tout ça encore, c'est pas encore assez éprouvé. Nous-mêmes, on ne l'éprouve pas, on n'a pas de retour d'expérience. Mais on voit où on va avec Kubernetes, on tend vers la même cible, quoi. Sans parler de serverless, sans parler de ces sujets-là. Bon, on va essayer de refaire une petite démo, et puis on va s'arrêter là. Ouais, 5 minutes, c'est fini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va voir ce que je vais faire. Bon, je suis sur mon éditeur, voilà, tout simplement. Je vais rajouter... Alors, mon objectif, c'est de faire ça va être en local de ma machine, de faire un commit, de pusher un commit, tout simplement. Et de voir l'interaction avec mon pipeline sur Kubernetes. C'est-à-dire, en fonction des différentes phases que je vous ai montrées, quels vont être finalement les workloads qui vont être lancés pour que vous voyez bien l'imbrication entre chacun de ces composants. Voilà, bon, je mets des... Tiens. Là, je vais pusher. L'ensemble de tests, vous allez voir. Je vais faire en live. Et je vais utiliser une petite commande. Là, qui s'appelle kubectl getPod w- all namespace. Hein? Ouais, mais ça descend. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, en fait, vous avez une vision. Je vais déclencher mon pipeline. Ah, j'ai oublié de faire un pull. Bravo. Ah oui. Allez, on touche. Voilà, donc là, je me mets sur mon GitLab. Hop. Et donc, je vais mettre ça là.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de tâches qui sont effectuées. Donc, le premier, en fait, qui est lancé, c'est le build de mon binaire. Là, en fait, il récupère l'artefact build pour pouvoir exploiter. De test, recréer plusieurs conteneurs. Il y a deux types Donc on a au niveau du pré-test, il va lancer un environnement, enfin il va lancer toutes les images dont il a besoin. Et après GitLab va justement lancer les tests d'intégration sur le nouvel environnement qu'on a créé. Donc après, on a la possibilité de lancer des tests unitaires. Pardon, c'est ce qu'on va faire. Donc là, pareil, il va lancer la création d'un conteneur. Il va faire ses tests unitaires. Donc nos tests, c'est grosso modo s'assurer que les features qui sont portées par le microservice tournent. Donc crée-moi un utilisateur, essaie de me créer un utilisateur avec le même nom, un Dove. Voilà, tout un ensemble de tests. Et donc, voilà, ainsi de suite. Et donc, les tests, j'avais pas lancé les tests d'intégration, voilà, je les lance pour le coup. Et donc, les tests d'intégration, c'est ceux que je viens de vous évoquer. Hein. Donc, voilà, il recrée un conteneur, il le lance, etc. etc. Donc après, si tout se passe correctement, c'est pas dit, hein, normalement ça devrait. On a la possibilité, bon après ça marche. On a la possibilité après de tout simplement en fait de merger ma branche en question qu'on appelle develop avec la branche staging, on va le faire. Vous avez rien poulé hein, Ah oui. Ah ouais, alors on a une petite fonctionnalité qu'on a implémentée. C'est rapidement, vu qu'on parle de réduire le time to market, et c'est un peu, ça peut rapidement devenir la guerre. Donc nous, on intègre dans mon pipeline, mais là, on ne l'a pas automatisé, c'était pour vous le montrer, mais on supprime justement les namespaces et puis les ressources qu'on utilise pour les tests, parce que sinon, vous faites un kubectl get namespace, vous en avez pléthore, et puis vous avez what 1000 ressources. Quoi. Donc effectivement, on peut cleaner, c'est celui-ci. Hein. Ah, c'est celui-ci, ouais, stop d'intégration. Donc là, on supprime les environnements. Pour finir, fait. On voit effectivement il supprime tous les pods qui ont été créés pour le test d'intégration. Voilà, donc je viens de merger, a priori il n'y a pas de conflit. Ma branche repush. Là, c'est reparti, Kubernetes, il tourne, il va jouer un job qu'on va voir. Hop, il est là. Voilà, donc ça déploie. Et c'est fini. Donc en fait, là, il a créé
un namespace staging backend. Qui est là. Et tous les tenants et tous les conteneurs dont il a besoin pour fonctionner. Donc une base Mongo et le microservice user MJT. Donc en fait, on déploie à la volée des bases de données pour nos environnements de test. Et puis si la base de données en staging ou en prod, elle est censée être présente, on ne la redéploie pas. Hein. Donc on utilise un package manager qui s'appelle Helm, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet en fait de réaliser en fait nos stacks applicatifs conteneurisés qu'on déploie, tout simplement. C'est bien pratique, Helm. Voilà, j'ai fait. Et ça fonctionne. Merci Sylvain, bravo. Quelques questions dans l'Assemblée. On se donne un petit peu de temps pour des questions. Je vous écoute, je vous regarde, levez la main. Non? Si, une question, merci. C'est cool. Je ne suis pas sûr que je puisse y répondre. Hein. C'est pareil. C'est le jeu. Je vais commencer par. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre de ce que vous avez dit. À un moment donné, vous avez parlé d'Unikernel. Ouais. C'est quelque chose avec lequel vous avez joué ou pas encore? J'ai commencé un petit peu à jouer avec. D'accord. De ce que j'ai lu, la grosse problématique, c'est surtout les outils de test et d'utilisation. C'est toujours le cas pour vous? C'est toujours le cas. C'est pour ça qu'on ne l'exploite pas. C'est que le niveau de packaging offert par Docker et la conteneurisation, on ne le retrouve pas aujourd'hui. Hein. Donc il y a l'ancien CTO de MC qui a monté une boîte qui s'appelle solo.io. Justement, on développe des outils de packaging autour ils ont appelé ça Unique d'ailleurs, UNIK, des outils justement de ce type. Voilà. Mais c'est l'avenir, hein. Moi je pense que c'est l'avenir. Enfin, c'est mon point de vue, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est l'avenir. Ok, la deuxième question que j'avais, j'en ai 3 en tout. La deuxième, c'était Kubernetes, comme vous disiez, ça introduit beaucoup de choses, notamment un côté un peu industriel avec du scaling, de la répartition, du load balancing, tout ça. Donc ça introduit sa propre couche réseau et sa gestion à l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est quelque chose aujourd'hui que vous utilisez donc dans votre startup. Bon, je suppose qu'il n'y a pas un grand RSSI ou une grande PSSI mise en place. Aujourd'hui, on est combien? On est en tout, sans compter la boîte qu'on a montée à côté, on est 8, 9, 10. D'accord. Voilà, donc, Parce que la question que j'avais là-dessus, c'est que quand le cloud est arrivé, beaucoup de questions se sont posées autour du cloud privé par rapport au legacy et comment on gère la sécurité, etc. etc. Et pour moi, la même question va se reposer avec l'arrivée de produits comme Kubernetes, parce qu'on va du coup réavoir une couche en overlay potentiellement dans un autre overlay qui va refaire des communications entre des middle, des back et des front et qu'il va falloir gérer. Donc je ne sais pas si vous aviez un retour d'expérience X ou Y par rapport à ça. Moi, j'ai pas de retour d'expérience sur le sujet, toi peut-être. Chez Ingenico, là, on est sur la problématique de mettre en place Kubernetes du coup en interne et pas sur un cloud public, mais sur un cloud privé. Et la difficulté, c'est surtout de pouvoir par exemple, faire discuter de l'extérieur et le faire arriver sur le cluster. Il y a des conteneurs qui existent pour justement pallier à ça, mais ce n'est pas encore automatisé comme on le ferait avec AWS. D'accord. Vous n'avez pas eu de discussion, de problématiques des directions de type sécurité qui sont passées pour vous dire que là, ça manque un peu de contrôle entre potentiellement le front et le middle et que si vous faites corrompre votre front, du coup, ça va créer ce genre de choses, quoi. On fait effectivement, surtout dans la banque. Ouais, on fait effectivement intervenir la sécurité sur ça pour mettre le projet en place. Mais bon, on est qu'au début là pour le moment. D'accord. Et du coup, ma dernière question, c'était par rapport au volume. Donc vous dites vous avez spawné pas mal de databases à la volée. Ouais. Alors moi je suis très récent dans les, en gros on va dire jamais fait de container, ce sera plus simple. La problématique que j'ai souvent entendue, pour pas dire toujours, c'est justement le fait de pouvoir lier le conteneur avec un espace disque, qu'il soit X ou Y. Et du coup quelle problématique vous aviez pu voir, comment vous l'avez géré? Enfin, c'est quoi votre retour d'expérience autour du lien entre... parce que quand on parle d'un microservice, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est du compute et de la cartonique. Maintenant, quand on commence à parler de base de données, on parle stockage, et du coup, quel lien, quand ça bouge, quand on veut détruire, recréer, etc. Comment on gère ça? J'ai travaillé avec Docker pendant quelques temps. Il y a 2 philosophies. La première, c'est... alors maintenant...
Alors, soit on conteneurise le moteur, on s'appuie en fait sur des volumes persistants derrière, possible. Ou soit on met une base de données directement parce qu'on n'a pas confiance avec une VM standard. Nous, aujourd'hui, on conteneurise le moteur et on déploie en fait un PVC vraiment la machine. On n'a pas rencontré de problème particulier pour nous. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? La data en elle-même, exactement. C'est vrai que dans Docker, dans les différentes versions, il n'y avait pas de compatibilité en amont des volumes parce que Linux, ils ont fait XT4 en presque une décennie. Et Docker, ils ont sorti un système de volume en 2 ans. Donc c'était peut-être un peu trop tôt. Et donc ils ont retravaillé beaucoup pour... Et du coup, il y avait un problème de compatibilité effectivement entre les différentes versions de Docker en certaines versions. Donc on utilisait un Docker avec un volume externe, on changeait de version de Docker, le volume n'était plus monté. Donc il y avait le système de device mapper, mais je crois que dans les dernières versions, c'est quelque chose qu'ils ont bien stabilisé. Stable. Après, dans les orchestrateurs, je sais que... Alors moi, je travaille beaucoup avec DCOS et pas Kubernetes, mais ils utilisent RxRay pour le montage dynamique de volume et l'association des volumes dans les containers Docker. Si tu veux regarder... Après, on peut utiliser des outils tiers, hein, du Gluster FS, tu vois, du Ceph. Pour les bases on peut utiliser des systèmes de stockage tiers à côté. Hein. Après, voilà, si on est sur AWS, on utilise le RDS et du coup, on est un peu maqué, on n'est pas portable. Ouais, tout à fait. Donc, il faudra. Et après, c'est un sujet DSI. Ok, merci. Juste un dernier point pour conclure. Donc Sylvain l'a dit tout à l'heure, on cherche du monde évidemment, on cherche des talents comme on dit. Ici, on n'a pas de doute pour en trouver. On a 2 stagiaires qui travaillent avec nous. Ils sont ultra contents de travailler chez Syscale dans l'équipe. Ça se voit, ils rayonnent. Et donc du coup, voilà, on cherche des stagiaires, on cherche des gens sur la partie technique évidemment, et on cherche aussi des gens sur la partie marketing, commercialisation. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pendant cet atelier, et puis donc brassage de bière, et puis on continue les échanges là-bas. Donc à tout de suite, et merci encore, merci à 42 de nous avoir accueillis. Sinon, juste pour finir, grosso modo, c'est la première fois pour nous. Hein. Ça vous a plu? Enfin, vous avez appris des choses? Vous pouvez dire non. Hein. Vous pouvez nous bâcher. Hein. Merci pour cette réaction à chaud. Bravo, merci.